monde, je suis extrêmement content qu'on se retrouve aujourd'hui ensemble car ça risque d'être une capsule intéressante pour vous car on va faire une excellente, de belle expérience ensemble. Oui, on va faire une belle expérience ensemble. Mais avant de la faire, je tiens à vous dire merci de me suivre avec autant de passion à travers mes capsules. Je vois le nombre de vues qui augmente de jour en jour. Ça me donne beaucoup de force pour continuer à travailler fort pour vous aussi. Et un merci spécial à vos parents qui ont pris la peine de m'écrire dernièrement pour me remercier, c'est-à-dire aussi, c'est gratifiant pour moi donc d'avoir cette belle reconnaissance. Donc merci à vos papas, à vos mamans d'avoir pris la peine de me remercier. C'est très gentil. Donc, je tiens à dire que dans votre cahier de notes présentement, il n'y aura plus de notes à travers mon site web. Donc, les notes sont terminées à travers la section 7 d'auparavant. Donc, la section 8, c'est à vous à prendre vos notes de façon personnelle à travers votre beau cahier de notes. Donc, la section 8, elle s'appelle modèle cyclique. Je tiens à dire que pour bien analyser un jour la fonction sinus, qu'on va aborder ensemble dans la prochaine capsule, mais ça prend un modèle cyclique, un modèle qui est répétitif. Comme par exemple, je tiens à vous rappeler de nouveau à quoi ressemble une fonction trigonométrique. Voici le style de fonction plus tard, sinus autant que cosinus. On dit que la fonction suivante est une fonction qui est cyclique, car il y a un modèle cyclique qui est répétitif tout le long de l'axe des X. Autrement dit, on voit que ça monte, que ça redescend, que ça monte et que ça redescend au fur et à mesure de l'axe des X. Moi, souvent, je vais dire montagne, trou, modèle, montagne, trou, qui se de manière perpétuelle à travers le long de l'axe des X. Donc, pour un jour, bien analyser ensemble ces fonctions trigonométriques-là, mais ça prend un modèle cyclique qui lui est lié. C'est-à-dire, dans la vraie vie, un mouvement qui est répétitif. Comme par exemple, si je prenais le mouvement suivant d'un slinky ou un jeu de ressort, on voit que si je le faisais osciller nord-sud, 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 mais ce serait un pur, de super beau modèle cyclique qu'on peut voir ici rapidement par le mouvement cyclique du ressort. Et par contre, nous, ce qu'on va faire ensemble comme expérience aujourd'hui, c'est plus que ça. On va faire l'expérience que Galilée lui-même, mon idole, Galileo Galilei de son vrai nom, a fait dans les années 1600. Mais d'abord, voici une brève histoire de sa vie. Lui, il s'appelle Galileo Galilei. On devrait dire Galileo Galilei. On l'appelle parfois Galilée. C'est ça, c'était sa biographie. Merci. Quand même vraiment un homme incroyable. Je tiens à dire, c'est pas pour rien que ce gars-là, c'est mon idole. Voici la même expérience qu'on va reproduire ensemble pour expliquer à quoi ça correspond ça, un modèle cyclique qui pourrait être traduit par une fonction trigonométrique suivante. Donc voici la même expérience qu'on va faire ensemble que Galilée a fait au-delà de 400 ans avant nous aujourd'hui. Voici l'expérience de Galilée. C'est une de ses premières expériences qu'il a fait dans sa carrière de scientifique, de physicien, le mouvement cyclique d'un pendule. Voici donc un vulgaire pendule construit de ma main. J'ai attaché une balle de tennis avec une corde et il n'y a rien de plus cyclique comme modèle cyclique, mais qu'un mouvement d'un pendule. Un pendule fait des va et vient, fait des va et vient. Donc voici l'expérience qu'on va reproduire ensemble, l'expérience du pendule de Galilée. D'abord, on va partir en part par cette fabuleuse expérience. Voici 3 termes cruciaux à bien comprendre. D'abord, je commence par le terme, le dernier en bas ici, point de repos. Le point de repos, c'est là, lorsque le pendule oscille pas. Donc voici présentement ce qu'on appelle le point de repos, lorsque le pendule est à son plein sud, lorsque la balle pointe par la gravité en plein sud. Donc point de repos, c'est carrément ceci. La période, c'est un temps. La période va le temps pour que le pendule fasse un aller et un retour. Voici la période. Donc, période, c'est le temps pour faire un aller et retour. Donc, la période, c'est un temps mesuré plus souvent qu'autrement en secondes. Et finalement, l'amplitude. L'amplitude, c'est très simple. L'amplitude est une distance en centimètres ou en mètres. Comme dans mon exemple à moi du pendule, voici ce qu'on appelle l'amplitude. Je pars de mon point de repos, et la distance horizontale de la balle au point de repos est l'amplitude. Donc, point de repos à la balle, c'est la distance horizontale que je vous pointe. Point de repos à la balle, c'est ce qu'on appelle une amplitude. J'invente 35 cm, admettons ici. Donc, voici ce qu'on entend par amplitude. Je résume ceci live là. Voici le résumé rapide. Donc, je commence par le point de repos. C'est l'endroit où le pendule n'oscille pas, c'est-à-dire l'endroit à son plein sud. Voici le point de repos d'un pendule.
Par après, en remontant en l'air, l'amplitude, c'est la distance horizontale du point de repos. Voici distance horizontale du point de repos, amplitude. De l'autre côté, là, ce que c'est bien sûr à votre gauche, la distance horizontale du point de repos est encore l'amplitude. Donc, il y a toujours fois dans une même oscillation, mais bien sûr, deux amplitudes. L'une à l'est, l'autre à l'ouest du même point de repos, c'est clair. Et la période, quand la période ne se mime pas en la calquant dans un schéma, quand c'est un temps, la période, c'est le temps pour qu'on puisse faire un aller et un retour. Donc, voici trois éléments cruciaux à bien saisir avant de voir ensemble l'expérience de Galilée. Donc, calculons ensemble le temps, donc une période pour un aller-retour de cette première amplitude. Donc, la plus grande au départ amplitude, c'est-à-dire mon petit T1 ici. C'est donc dire que de ce point de repos à l'endroit où mon assistant Benjamin tient la balle s'appelle l'amplitude 1. Pour la première période, on va calculer le temps pour faire un aller-retour. Donc, Ben, je vais te dire quand il est. Donc, je vais te dire quand il est. À go sur le lâcher. 1, 2, 3, go! Et je vais arrêter le temps là. Donc, ce temps, je vous le montre à l'instant. Donc, voici la période numéro 1 avec la première amplitude. Le temps pour un aller-retour était de 2 secondes, 158. Donc, en résumant, à cette grande première amplitude, la période qui était le temps pour faire l'aller-retour, que j'ai appelé ici T1, était de 2,158 secondes. Là, je pose la question, je prenais une plus petite amplitude, c'est-à-dire, exemple comme c'est que ici, une plus petite amplitude, distance horizontale de mon point de repos. Est-ce que ce temps-là, que j'ai appelé le temps numéro 2, sera plus grand que 2,158? Est-ce qu'il va être égal à 2,158, environ du moins, ou est-ce qu'il va être plus petit que 2,158, autrement dit plus rapide que tantôt? Donc pensez-y, on va faire l'expérience là. Ah oui, il faut que je vous dise, comme c'est une expérience qui a plusieurs erreurs de mesure, c'est-à-dire que mon chronomètre a des erreurs de mesure, autant que lorsqu'on lâche la balle, est-ce que j'arrête au bon temps, c'est-à-dire lorsque c'est vraiment l'aller-retour, je vais me laisser une marge de manœuvre d'une heure de mesure d'1 dixième de seconde pour comparer mes temps ensemble ici. 1 dixième de seconde pour 1 seconde, c'est rien. Voici qu'est-ce qu'en réalité 1 seconde, 1, 2. Mais 1 dixième de seconde, c'est comme dire 1, 2. Donc c'est extrêmement rapide, donc c'est rien en fait d'erreur de mesure ici pratiquement. Donc, deuxième période, T2, temps numéro 2, à une plus petite amplitude. Benjamin, on ne bouge pas. Je vais te dire qu'on l'a lâché dans 1, 2, 3, go! Donc, je vais l'arrêter en plein là. Donc, voici le second temps. Je vous démontre à l'instant. Donc, ce second temps est de 2 secondes, 168. Donc, si vous remarquez bien, le second temps à une plus petite amplitude était de 2,168 secondes, ce qui est en réalité le même temps qu'auparavant, car j'ai juste, si vous remarquez bien, 1 centième de seconde de différence, ce qui est rien. 1 centième de seconde, c'est pratiquement un temps infime. Autrement dit, ces temps sont identiques. En plus, je me laissais une marge de manœuvre de 1 dixième de seconde. Donc, j'aurais pu aller ici, mettons, à 2,258, ça aurait été aussi acceptable, si on peut dire. Donc, ce qui est fabuleux de l'expérience de Galilée, c'est que peu importe l'amplitude, qu'elle soit grande ou petite, j'ai le même temps. Donc, peu importe que j'ai une petite amplitude, ce temps est le même que lorsque j'ai une plus grande amplitude. C'est le même temps. C'est logique. Petite amplitude, la vitesse va moins grande. Alors que si j'ai une grande amplitude, la vitesse de mon pendule, de la balle, est plus grande. Donc, c'est comme proportionnel à l'ensemble, si vous remarquez bien. L'histoire dit que Galilée a vu ceci la première fois lorsqu'il assistait à un office religieux, une messe. Il n'avait rien à faire, perdu un peu dans ses pensées. Il aurait vu le curé monter une lanterne au haut de la coupole. C'est-à-dire qu'il aurait vu un coup la lanterne allumée, mais la lanterne oscillait. Donc, il aurait pu apercevoir que peu importe si elle oscille avec une grande amplitude ou une plus petite amplitude, que le temps restait le même. Là, on se demande comment il aurait pu mesurer le temps s'il n'y a pas de cellulaire, encore moins une montre. Mais il aurait mesuré le temps, selon la légende, avec son pouls, son rythme cardiaque. Exemple, 1 pouls, 2 pouls. Donc, 1 pouls, 2 pouls. Donc, l'histoire ne le dit pas bien,
Mais apparemment, il aurait pris son rythme cardiaque, imaginez, pour mesurer cette période-là ici. C'est à ce moment que Galilée s'est mis à réfléchir. Mais si la période ne change pas en fonction des amplitudes, qu'est-ce qui pourrait modifier la période? Est-ce que ça pourrait être la masse du pendule? Donc, deuxième question, comment varie la période en fonction de la masse de mon pendule? Chose très simple, j'ai fait une petite incision dans ma petite balle de tennis, comme une tirelire. Et je vais lui introduire, pour augmenter sa masse, des sous, donc des 2 piastres, des piastres, ce qui va faire augmenter la masse. Laissez-moi quelques temps et je vais augmenter la masse du pendule en lui mettant des sous à l'intérieur d'elle-même. Donc, j'essaie d'introduire des sous. C'est pas évident de rentrer des sous rapidement dedans, mais chose certaine, la masse va augmenter, c'est sûr, de mon pendule en lui ajoutant des sous. Donc, beaucoup de sous égale plus grande masse. Donc, beaucoup de sous. Ça en quasiment plus. Encore plus. Ok, là je pense que ça va être bon. Elle est vraiment plus lourde. Je vous dis, elle est vraiment beaucoup plus lourde, la balle. Donc l'ensemble de mon pendule est vraiment plus lourd, donc une plus grande masse. Donc au départ, reprenons la même expérience. Comment varie la période si la masse a donc changé? Est-ce que, à mon temps 3, la période numéro 3, est-ce que ce temps pour faire un aller-retour, donc une période, sera environ le même que mes temps initiaux? Est-ce que ce temps sera plus petit que mes temps initiaux ou est-ce que ce temps sera plus grand que ces temps initiaux ici? Donc, est-ce que c'est la même période? Est-ce qu'une période étant plus petite ou une plus grande période? Donc, faisons l'expérience ensemble à l'instant. OK, donc je tiens à vous faire remarquer que la masse de mon pendule est vraiment plus grande que mon pendule de quelques instants car j'ai ajouté des sous dans ma balle. Donc, pendule a une masse beaucoup plus grande que tantôt. Là, on se demande comment va varier la période si la masse de mon pendule a changé. Donc, avec une masse plus grande, est-ce que la période dont le temps de l'aller-retour sera le même que tantôt environ? Donc, environ le même temps, même période que mes temps initiaux. Est-ce que ce temps-là sera plus petit que mes temps initiaux? Donc, ça va prendre moins de temps pour faire l'aller-retour, le pendule irait plus vite. Ou est-ce que ce temps sera plus grand que mes temps de tantôt? Donc, le pendule irait plus lentement pour faire un aller-retour. Donc, allons ensemble. Je vais tendre mon pendule d'une amplitude donnée. Je tiens à dire que je me fous de où est-ce que je pars comme étape de départ à mon stade initial. Car on a vu tantôt que peu importe l'amplitude, petite ou plus grande, que le temps était le même pour faire une période d'un aller-retour. À peu importe amplitude élevée ou faible, j'ai donc environ le même temps. Donc, je me fous de où est-ce que je partirai au départ de mon point de repos ici. Donc, allons-y. Là, je tiens à dire que mon assistant Benjamin, mon fils, m'a carrément abandonné. D'où je fais l'expérience seul. Donc, dans ma main, j'ai mon chronomètre et dès que je vais lâcher le pendule, je vais appuyer sur démarrer et dès qu'il va faire une oscillation complète pour venir à une vitesse quasi nulle ici, je vais appuyer sur arrêter. Donc, 1, 2, 3, go! J'arrête ici. Ce temps est de 2 secondes, 152. Je vous le montre à l'instant, 2 secondes, 152. Donc, lorsque j'ai augmenté la masse de mon pendule, le temps d'une période pour faire l'aller-retour a été de 2,152 secondes. Si on compare avec le temps à mon premier ici pendule, avec une masse plus petite, ce temps était de 2,158 secondes. Je suis à 6 millièmes de plus que le temps ici numéro 3 lorsque la masse était plus élevée. Ce qui peut donc dire que ce temps à 6 millièmes de seconde de différence de moins est le même que mon temps initial. Ce qui veut dire que la masse n'a pas d'impact dans la période d'un pendule. Chose quand même assez fabuleuse. Peu importe la masse, ce pendule-là a sa propre période aux alentours de 2,15 quelque chose. Donc, autrement dit, la masse n'a pas d'impact. Autant que l'amplitude n'a pas d'impact dans le mouvement d'un pendule. Petite amplitude, autant qu'une plus élevée amplitude,
Mais j'aurai donc la même période. Le Galilée s'est posé comme question. Si l'amplitude n'a pas d'impact dans la période, si la masse n'a pas d'impact dans la période, le temps de l'aller-retour, qu'est-ce qui pourrait affecter la période quand on y pense? Si vous remarquez bien, qu'est-ce qui peut affecter le temps de l'aller-retour, c'est pas la masse, c'est pas l'amplitude, ça va être la longueur de la corde. C'est logique. Grande corde, j'aurai une grande période. Si j'ai une petite corde, j'aurai une petite période. Donc on voit très bien que la seule chose qui affecte la période de pendule, ce n'est pas l'amplitude, ce n'est pas la période, c'est seulement que la longueur de la corde. Donc c'est qu'est-ce qui met fin à cette fabuleuse quand même expérience qu'on a faite ensemble qui est ici est liée à un pur modèle cyclique. Donc je reviens en quelques secondes pour vous montrer quel est le lien véritable dorénavant avec les fonctions trigonométriques. Accolons à ce beau modèle cyclique une fonction sinus ou cosinus.